Alors, je voudrais vous dire aussi que je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour la signature de cette convention. Je ne vais pas revenir sur ses tenants aboutissants. C'est vrai que c'est aussi ça s'inscrit dans le continuum et dans la continuité du salon qui s'est déroulé en mai 2016, qui était un salon important, intéressant, stratégique aussi à bien des égards, puisqu'il positionne la Martinique au cœur de la Caraïbe et qui permet de poser un certain nombre de jalons, ne serait-ce que par les participants de ce salon, de poser un certain nombre de jalons et de mettre en perspective plusieurs enjeux. Je voudrais simplement, voilà, sans faire de grands discours, vous remettre en perspective le soutien de l'État, alors qui se concrétise, qui s'illustre à travers la signature de la convention auquel nous allons procéder, dans le cadre du contrat de plan État-région, et en particulier dans la démarche de structuration de la filière. Donc remettre un peu en perspective, vous faire part des ambitions qui, je crois, sont partagées, en tout cas je le souhaite, sinon ça remettrait en cause l'aspect conventionnel de notre relation. Et puis, vous m'autoriserez, avec beaucoup de modestie et d'humilité, de vous faire part de quelques recommandations, Madame la Présidente, mais au-delà à tous les membres du cluster Caraïbes. Les ambitions, c'est quoi? C'est que le secteur du transport et de la logistique représente, au niveau national, 10% du produit intérieur brut. C'est 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré annuel et c'est 1,8 million de salariés employés dans ce secteur du transport et de la logistique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, depuis maintenant 3 ans, convaincu évidemment de l'intérêt stratégique de ces filières et convaincu surtout de leur caractère stratégique en matière de développement et en matière de portage pour le développement de l'emploi. Et de l'emploi en particulier à forte valeur ajoutée. Le gouvernement donc, a impulsé au travers d'une stratégie qui ne vous est pas inconnue, qui s'appelle France Logistique 2025, un plan d'action visant à mieux coordonner, visant à mieux impulser, à mieux accompagner les initiatives à la fois des territoires et des acteurs économiques qui les font vivre au quotidien. Dans ce cadre-là, la Martinique, évidemment, et mon propos ne vous surprendra pas, a un rôle tout à fait majeur à jouer du fait de son positionnement géographique, évidemment, on ne va pas y revenir, au sein de la Caraïbe, au sein d'un ensemble régional et d'un ensemble maritime qui est quand même particulièrement porteur, y compris avec des projets internationaux ou portés par d'autres pays, je pense en particulier à l'ouverture de Panama, des nouvelles écluses de Panama, qui devient un lieu tout à fait stratégique avec d'autres bassins océaniques, c'est pas le seul, mais de transport de marchandises, d'échanges, de flux, et pas simplement de transport et de logistique, mais avec toute l'activité à forte valeur ajoutée qui s'adosse et qui se développe à côté, que ce soit en matière de services financiers, que ce soit en matière assurantielle, que ce soit en matière de stockage et de préservation des données, que ce soit en matière aussi de droit des affaires notamment, et de sécurité des business. La Martinique aussi a un rôle stratégique à jouer parce que, au-delà de l'action que le cluster, sous votre impulsion, avec l'ensemble des membres de votre conseil d'administration et de l'Assemblée générale, vous menez, cette action, elle est adossée à des ambitions extrêmement fortes, y compris en termes de réalisation d'équipements à la hauteur de ces enjeux. Je vais en citer deux que vous avez tous en tête. Il y a bien sûr la transformation en grand port de Martinique, donc du grand port avec les projets d'extension qui sont déjà en grande partie réalisés et qui vont venir mettre à niveau, et le terme n'est pas péjorant dans ma bouche, bien au contraire, mettre à niveau nos infrastructures par rapport aux enjeux, et en particulier, pour dire les choses très prosaïquement, à la taille des navires, donc se mettre en capacité d'être compétitif par rapport à d'autres enceintes portuaires. Et puis je veux aussi citer l'exemple, même si on y pense moins, du projet d'extension porté par la société d'exploitation de l'aéroport, Aimé Césaire, fortement aussi appuyé par l'État, y compris par la mobilisation de fonds propres et la mobilisation de crédits en particulier de financeurs publics, aux côtés des collectivités, bien entendu, qui sont évidemment partie prenante du développement des territoires, cela va de soi, mais qui sont deux projets ou deux projets en cours de réalisation, notamment pour celui du Grand Port, qui viennent bien témoigner de cet investissement pour l'avenir et qui prennent bien en compte cette insertion de la Martinique, de l'économie martiniquaise, des entreprises martiniquaises et donc de l'emploi martiniquais au sein d'enjeux de développement extrêmement féconds, mais qui nécessite d'être adossé à des politiques ambitieuses, à la fois portées par les pouvoirs publics, bien sûr, mais adossées à des initiatives, et en particulier à une bonne intégration par le secteur économique. Et le cluster en est justement ce témoignage de mutualisation,
de compétences, d'énergie aussi, d'ambition, qui sont partagées. Voilà, donc cette convention, c'est ces ambitions qu'elles viennent illustrer. Alors, cette convention, c'est quoi? Elle s'intègre dans le contrat de plan État-région, qui mobilise pour 5 ans un certain nombre de crédits, qui vient à côté d'autres crédits de politique publique portés par l'État. C'est les seuls, évidemment, dont j'ai la responsabilité ici à l'échelle du territoire de la Martinique avec mes collaborateurs. Je pense par exemple aux politiques de compétitivité, au soutien fiscal à l'investissement, à l'aide à l'embauche, enfin, on peut y revenir, beaucoup de politiques structurantes pour aider au développement du business, mais le contrat de plan État-région vient aider des initiatives qui s'inscrivent en général dans une dynamique pluriannuelle, très structurante, et qui permet finalement de venir, j'allais dire, mettre le pied à l'étrier ou jouer un effet de levier par rapport à des initiatives portées, dans le cas d'espèces, des initiatives privées, portées par des acteurs économiques, et qui leur permettent finalement de donner le plein effet à ces initiatives et de donner le plein effet à leur plan d'action. Parce que la Convention, qui porte sur 2 ans, a bien cet objectif de venir, non pas, je suis arrivé en cours de route, mais j'allais dire viabiliser ou crédibiliser le plan de financement de l'association. Pas mon sujet, moi, ça. Pas là pour ça. Mais de venir conforter un plan d'action avec des obligations, des clauses de revoyure, des obligations de résultats et d'opérationnalité pour permettre effectivement de faire en sorte que ce plan d'action se déploie et surtout génère des résultats pour les membres du cluster et au-delà pour l'économie martiniquaise et l'ensemble des secteurs. Alors, je vous dis, je ne veux pas être trop long, je me rends compte que je suis déjà. On va terminer par quelques recommandations. Mettez vraiment ça avec beaucoup de modestie. Ce n'est pas des recommandations. C'est d'ailleurs dans les termes de la Convention. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public qui est investi pour des initiatives portées par des acteurs privés ou associatifs, mais regroupant un certain nombre d'acteurs privés. Et donc l'État, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, est légitimement exigeant dans l'utilisation de ces argents publics, de cet argent public qui a vraiment vocation à donner le plein effet à un certain nombre d'éléments de votre plan d'action. Et surtout, c'est le sens de mes recommandations, je crois, et on y est toujours plus attentif, mais je sais que ça vient, y compris pour les contribuables que vous êtes les uns et les autres, ça vient conforter aussi vos convictions, toujours plus attentif à ce que l'argent public investi produise du délivrable. Alors excusez-moi d'employer des termes un peu directs et un peu à bout. Du délivrable, c'est quoi? C'est d'abord qu'on ne soit pas simplement dans un registre. Parfois, les études sont nécessaires, y compris sur des schémas ou des secteurs d'intervention comme celui qui nous occupe aujourd'hui. Elles sont particulièrement nécessaires parce qu'elles permettent de mutualiser, parce qu'elles permettent de donner de la visibilité, parce qu'elles permettent de faire aussi de la planification stratégique. Mais nous sommes toujours plus attentifs au caractère opérationnel des actions qui sont menées. Et notamment dans les comptes rendus qui sont prévus par voie conventionnelle, on sera particulièrement attentif à ça parce que l'enjeu, c'est bien ça. C'est que ça permette finalement ensuite de générer des actions opérationnelles portées par l'un ou l'autre des membres du cluster, par l'un ou l'autre des acteurs du monde du transport et de la logistique au sein de l'environnement caribéen, avec une vocation, c'est ma deuxième recommandation, c'est que le délivrable, il doit être porteur pour le développement de la Martinique et des entreprises martiniquaises, de l'activité du Grand Port, etc. Enfin, du Grand Port, entre autres. Alors, je dis de la Martinique, bon, c'est évidemment, c'est contrat de plan État-région en Martinique. Après, on va dire, des infrastructures portuaires de développement de transport et de logistique qui permettent le développement du business de nos entreprises. Et notamment, je pense qu'il y a un sujet qui est très important, sur lequel je sais, notamment au salon où vous étiez penché, on parle beaucoup de compétitivité. La compétitivité, ce n'est pas simplement une compétitivité prix, ou une compétitivité, on va dire, à l'inverse, par effet de miroir, coûts, et notamment coûts salariaux. Il est clair que les coûts salariaux, en France, donc en Martinique ou en Guadeloupe, seront toujours un peu plus élevés que dans un certain nombre de nos États voisins. Et d'ailleurs, on le souhaite tous. Le modèle, dans vos modèles de développement économique, ce n'est pas un SMIC à $200 par mois. En tout cas, ça ne le sera jamais en France. On le sait. Et donc, ces études-là ont aussi pour vocation de pouvoir finalement, en mutualisant au bénéfice de tous les membres du cluster, de pouvoir travailler les synergies et les indicateurs de compétitivité qui sont pour beaucoup d'entre eux, notamment dans le secteur qui est le vôtre, qui sont pour beaucoup d'entre eux des indicateurs de compétitivité hors coût. Ça, je crois que c'est très important. Puis le troisième élément,
auquel on sera très attentif. On est très attentif parce que c'est au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est évidemment le lien qui sera fait entre les actions menées et le développement de business au sens très concret, très opérationnel, et donc de l'emploi. On est dans un territoire, vous le savez, où le taux de chômage, même s'il baisse depuis 3 ans, le taux de chômage a baissé de manière continue depuis 3 ans en Martinique. Il est passé de 21,4 en 2013 à 18,9 en 2016. Il reste néanmoins, il n'y a pas de raison de tirer des... Il reste néanmoins très élevé. Il touche en particulier fortement certaines catégories de nos concitoyens, la population. Je pense en particulier au chômage des jeunes, même si le chômage des jeunes a baissé de 15% en un an. Ce qui commence à être très significatif. Néanmoins, le taux de chômage des jeunes reste extrêmement élevé par rapport aux moyennes nationales. Donc je crois que ça, c'est aussi un sujet qui, je l'espère, sera au cœur de vos préoccupations, mais c'est ce que j'ai compris, y compris d'ailleurs dans quelques échanges auxquels j'ai assisté là à l'instant, avec un véritable enjeu pour nous. On a une jeunesse, et vous le savez mieux que quiconque, qui est particulièrement bien formée, qui est particulièrement bien outillée pour affronter la compétition internationale et la concurrence internationale. Il est donc de notre devoir et de notre responsabilité de développer des flux d'affaires, de développer des flux de business, notamment dans l'environnement caribéen qui est le nôtre, mais pas seulement, qui permettent de donner des débouchés professionnels à la hauteur des ambitions de nos jeunes. C'est aussi un des sujets extrêmement forts, et c'est aussi tout le sens de l'action de structuration des filières, qui, pour mémoire, par État, crédit État, M. Debons, représente 70 millions d'euros sur les 5 ans du contrat de plan. Donc c'est quand même un vrai levier en appui aux initiatives privées, aux initiatives mutualisées telles que la vôtre. Je termine en disant simplement ça, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ces conventions, le financement de l'État vient de manière significative, à hauteur de 50% de l'ensemble du plan d'action, mais significative aussi parce qu'il est adossé, et c'est un gage de succès, à un effort d'autofinancement de la part des membres que vous êtes, qui est aussi important. Autofinancement, j'allais dire en cash budgétaire, excusez-moi, 25% à peu près. Et puis autofinancement en apport en nature, mais qui témoigne justement de l'engagement et qui illustre cette volonté partagée de mutualisation au service du développement et de l'optimisation finalement des filières de transport et de logistique. Voilà, j'ai été trop long, mais en tout cas c'était le sens aussi de la signature de notre convention, et vous l'avez compris, de l'appui important, incontestablement, de l'État, à la fois au niveau national et au niveau territorial départemental de la Martinique, mais appui de l'État aussi qui s'adosse à des ambitions qui, je le sais, sont partagées, et des ambitions qui doivent se concrétiser et qui feront l'objet de rendez-vous, de comptes rendus d'utilisation auxquels vous ne manquerez pas, si j'ai la chance et le plaisir d'être invité, de pouvoir participer avec vous dès l'année prochaine. Merci Madame la Présidente. Merci à tous.